Monsieur le Président, mes chers collègues, chers amis, je vais vous parler donc de la prothèse fémoro-patellaire. C'est une petite partie de l'orthopédie, puisque c'est la rotule étendose sésamoïde, mais cela va permettre de parcourir plus d'un demi-siècle de chirurgie orthopédique. D'un point de vue historique, la prothèse fémoro-patellaire a été imaginée par McKeever, mais il n'en a fait que deux parties séparées qui n'a pas articulé en même temps. En 1955, le métal à la mode, si j'ose dire, était le vitalium, et il a imaginé de resurfacer la rotule par une prothèse en vitalium qui malheureusement n'a pas donné les résultats escomptés puisque c'était un couple de frottement métal-cartilage. Il a aussi imaginé l'inverse, la prothèse trochéenne et condylienne, mais sans articulation, sans prothèse rotulienne. Je dirais l'assemblage à la fois de la rotule et de la trochlée s'est fait dans les années 75-80 en France, avec trois types de prothèses en même temps. La prothèse de Bousquet, la prothèse de Gramont, avec un petit recentrage automatique, gyrocentrique, et la prothèse du groupe Guépard, avec ce qui était la prothèse, je dirais, un peu plus moderne peut-être que les deux autres. C'était le point de départ, je dirais, de l'arthroplastie fémoro-patellaire. Comme vous le voyez, l'ancillaire était très sommaire à l'époque, il y avait un petit guide pour faire la coupe. Ces prothèses fémoro-patellaires ont donné des résultats variables, je dirais. D'excellents résultats, comme vous pouvez voir sur la mobilité, puisque c'était des prothèses partielles de genoux. Mais par contre, comme vous pouvez le voir aussi sur les incidences fémoro-patellaires, des conflits entre la rotule et la trochlée. Le problème qui se posait, c'est que l'arthrose fémoro-patellaire était habituellement secondaire, soit à des phénomènes post-traumatiques sur la rotule, ou plus souvent associé à une dysplasie fémoro-patellaire, à des trochlées dysplasiques et à des phénomènes d'instabilité. Ce qui expliquait la difficulté de recentrage de ces prothèses qui étaient en resurfaçage, avec quelquefois des conflits qui entraînaient des débris, soit de polyéthylène, soit des débris osseux, des tentatives en particulier à l'hôpital Henri Mondor avec Daniel Goutalier de recentrage par la TAGT, mais malgré cela, comme vous pouvez le voir sur les images de droite, les pièces trochéennes étaient petites et il y avait souvent des conflits entre une rotule un peu large et une pièce trochéenne un peu trop petite. Si bien que l'état des lieux donné par le symposium de la Softcote en 2003 donnait des résultats très inégaux avec des survies, je dirais, un petit peu insuffisantes, quelle que soit la prothèse, que ce soit celle de Gramont, la prothèse de Bousquet, ou même la prothèse Guépard. Il y avait beaucoup de reprises pour totalisation et il y avait aussi beaucoup de complications avec des luxations. Et il était souvent nécessaire de faire une transposition de la tuberosité de manière systématique ou post-opératoire. Avec Jacques Caton et donc le groupe Serravert, est venue l'idée de faire une nouvelle prothèse plus moderne, associant une possibilité d'autocentrage, donc de garder une pièce trochéenne anatomique, mais de couper toute la trochlée, de ne pas faire simplement un resurfaçage, de faire une coupe osseuse qui permettrait une translation donc de la pièce trochéenne, la mettre un petit peu plus en interne ou un peu plus en externe, suivant les besoins pour recentrer la gorge de la trochlée, et puis un médaillon rotulien et une pièce trochéenne largement couvrante, resurfaçant toute la trochlée pour éviter les conflits que l'on a vus sur les images précédentes. Le bilan préopératoire pouvait incorporer une mesure de la TAGT, c'est-à-dire la distance entre le fond de la trochlée et la tuberosité tibiale, ce qui donnait une idée de l'anomalie et de la dysplasie qu'on pouvait corriger par une coupe éventuellement trochéenne lors de la prothèse. Cette possibilité de faire une coupe aussi sur la trochlée plane permettait de corriger la rotation trochéenne, puisque les dysplasies fémoro-patellaires s'accompagnent habituellement d'une anomalie, soit d'antéversion du fémur en entier, soit quelquefois simplement sur le genou, d'une trochlée qui est anormale en torsion, et donc il faut en quelque sorte la rotulée tentanos sésamoïde
en fait, mettre la trochlée sous la rotule et ne pas imaginer qu'on puisse faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la rotule sur la trochlée, sauf à vouloir faire une transposition ou des gestes complexes. Et donc, par ce biais-là, en corrigeant la prothèse, permettait de corriger des anomalies de torsion, elle permettait de recentrer simplement par la position de la trochlée, de mettre la trochlée sous la rotule. Elle permettait aussi de mieux resurfacer la rotule, car cet os césaroïde a une forme un petit peu particulière, comme vous pouvez le voir. À la coupe, il n'est pas tout à fait circulaire, et donc nos médaillons étant circulaires, il fallait adapter plusieurs tailles de boutons rotuliens, ce qui n'existait pas auparavant, et il fallait pouvoir faire une coupe qui laisse suffisamment d'os sous-chondral solide pour pouvoir placer la rotule. Donc une idée tout à fait novatrice, une coupe trochléenne, une adaptation de la pièce trochléenne plus proche de l'anatomie, qui permet par cette coupe trochléenne ensuite de faire des chanfreins et une découpe pour implanter une pièce trochléenne qui resurface complètement la trochlée et qui permette aussi une jonction entre la trochlée et les condyles qui soit plus anatomique. Un dessin qui permet de respecter l'anatomie sur toutes les dimensions et des résultats qui permettent d'avoir, comme vous le voyez sur cette radio de profil, une pièce trochléenne très bien implantée, en continuité avec le condyle et qui permet d'éviter des engagements, capricieux de la rotule, qui permet à la rotule de s'engager facilement sur la trochlée et sur les condyles. Ça a été le début de cette prothèse, a été le début d'une nouvelle série de prothèses, puisque toute une série d'implants sont apparus dans les 5 ans qui ont suivi, avec tous les constructeurs qui ont fait leur prothèse, qui était, on peut dire, une copie plus ou moins bien faite de la prothèse initiale dessinée par Jacques. Il fallait aussi orienter la gorge de la trochlée, il fallait améliorer les poses. Pour améliorer les poses, une meilleure connaissance de l'anatomie a été permise, en particulier avec l'arrivée du scanner et de l'IRM, qui a permis de mieux connaître l'anatomie de l'articulation fémoro-patellaire. Mais indépendamment de cela, il fallait pouvoir, en opératoire, orienter correctement la pièce trochléenne par rapport à l'axe mécanique du fémur. Vous pouvez voir à gauche ici une implantation tout à fait incorrecte, qui donne un aspect un petit peu, de guingois de la pièce trochléenne, alors que sur la partie droite, l'implantation est correcte. Comment régler cet alignement? C'est-à-dire que, d'un point de vue pratique, la gorge trochléenne, en fait, est, on peut dire schématiquement, dirigée suivant la bissectrice entre l'axe mécanique et du fémur, donc l'axe mécanique entre la tête fémorale et l'échancrure intercondylienne, et puis l'axe anatomique, c'est-à-dire le canal médulaire. Mais c'est facile à dessiner, bien sûr, sur les radios, sur les grands axes. C'est plus difficile à reproduire en opératoire, car vous n'avez qu'une petite vue du genou, et vous n'avez pas l'ensemble de la vue avec l'axe mécanique et le canal médulaire. Donc on a un petit peu imaginé, on a introduit la navigation assistée par ordinateur dans la chirurgie fémoro-patellaire. Elle existait dans la chirurgie du genou, bien sûr, mais on a été les premiers à réaliser la navigation assistée pour la chirurgie fémoro-patellaire avec les capteurs comme pour les prothèses de genoux, rien de particulier, simplement un morphotype de la trochlée qui était possible en prenant des points sur toute la trochlée. Vous pouvez retrouver, la position de la trochlée et l'angle de la trochlée par rapport au genou, à l'axe du genou, et ce qui permettait par ces capteurs d'avoir une position tout à fait correcte en paire opératoire de la pièce trochléenne et une meilleure resurfaçage de la rotule. Aussi, on a pu, pour la première fois, on a imaginé de mettre le capteur, non pas sur l'os, mais on a mis le capteur sur le moteur. C'est-à-dire qu'on a placé le capteur sur le moteur et sur la scie oscillante, ce qui permettait de faire la coupe pratiquement à main levée, non plus comme d'habitude en suivant des données sur l'os, mais on pouvait suivre le moteur dans sa course pour faire les résultats ont été excellents avec de très bons résultats. En conclusion, je dirais que ça
Je vous ai décrit pratiquement un demi-siècle de chirurgie de la rotule pour ce qui concerne la prothèse fémoro-patellaire. On peut en dégager l'intérêt du scanner, certainement, l'intérêt de la navigation, et avec une bonne prothèse, une optimisation des poses pour ces arthroplasties peu fréquentes, mais qui rendent service aux patients. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci Philippe. Un petit commentaire. Pourquoi est-ce que l'indication de prothèse fémoro-patellaire reste tellement exceptionnelle? Tu as rapidement passé un diapo, il y avait 10 cas. C'est passé très vite. Non, c'était la navigation. Mais d'une façon générale, c'est quand même pas une indication qui est admise partout. On est toujours très ennuyé devant une arthrose fémoro-patellaire isolée sans arthrose fémoro-tibiale, où là la solution est classique et simple. Arthrose fémoro-patellaire isolée reste quand même discutable et les indications ne sont pas courantes quand même. Elle reste rare, on peut le dire même, puisque pour prendre un exemple à peu près, sur 100 prothèses de genoux par an, en moyenne, dans la chirurgie orthopédique, il n'y a pas plus de 7 à 8 prothèses fémoro-patellaires sur 100. Donc 7 à 8%, c'est à peu près l'incidence de la pratique d'une prothèse fémoro-patellaire. Si les contraintes sont les suivantes, il faut bien entendu ne pas avoir d'arthrose fémoro-tibiale associée, donc ça suppose une arthrose fémoro-patellaire isolée. Ça suppose, pour que cela arrive, que ce ne soit pas une maladie dégénérative de l'ensemble du genou, mais plutôt une pathologie, une dysplasie fémoro-patellaire, avec des subluxations à l'âge de 20 à 30 ans, qui entraîne par la suite une arthrose qui reste localisée par suite d'une dysplasie trochléenne à l'articulation fémoro-patellaire. Ce qui en fait la restriction et ce qui en fait la difficulté aussi. Ça veut dire qu'on va mettre des prothèses sur des genoux dont la morphologie est anormale. D'où l'intérêt de ce type de prothèse, car ça permet de régler assez bien, je dirais, les anomalies dysplasiques, et ça permet de rendre service aux patients qui ont ces instabilités fémoro-patellaires, car ce sont les mêmes qui ont les luxations de recul vers l'âge autour de 15-20 ans ou de 25 ans, et qui après se retrouvent dans l'arthrose fémoro-patellaire isolée, car ce sont des dysplasies purement rotuliennes sans arthroplastie. C'est Séravert vend à peu près une centaine de prothèses fémoro-patellaires chaque année. On peut considérer qu'en France, il y en a à peu près 500 par an qui sont posées. Et c'est vrai que compte tenu des échecs de prothèses de surfaçage, le chirurgien est un peu réticent à mettre cette prothèse. Maintenant qu'on a une prothèse anatomique et qu'on s'est libéré de mon surfaçage, il est évident que ça devient une prothèse facile à mettre avec d'excellents résultats. La seule complication, c'est la dégénérescence fémoro-tibiale. Mais qui aussi, par ce dessin, est plus facile à traiter car je dirais, la morphologie de la pièce trochléenne est la même que la morphologie d'une pièce de prothèse totale. Donc la transformation en prothèse totale est bien plus facile qu'auparavant. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui, une question. On parle d'innovation française, quelle est l'influence internationale de ce travail? Ça a été dans les équipes. La plus grande influence, ça a été la copie, si j'ose dire, la copie des autres implants dans le monde. C'est-à-dire que quand ce dessin-là est sorti, dans les 5 années qui ont suivi, tous les autres fabricants ont fait la copie. La prothèse qui est le plus posée, c'est pas la prothèse française aujourd'hui qui est le plus posée, c'est une copie de la prothèse française, c'est une copie de façon de parler, c'est la prothèse Avon, qui est une prothèse anglaise, mais qui a exactement les mêmes caractéristiques que celles que nous avons développées en France. Et aujourd'hui, toutes les firmes se sont mises à fabriquer avec plus ou moins de bonheur des prothèses fémoro-patellaires, en sachant que les Américains, comme toujours, ont voulu simplifier un peu les choses et ont mis une trochlée beaucoup plus étroite, ce qui, à mon avis, n'est pas très pertinent. Et vous n'avez pas déposé de brevet? Si, et dans ces conditions, les firmes internationales utilisent votre brevet ou bien est-ce qu'elles sont passées... Elles déposent d'autres brevets, parce que il suffit de changer un petit peu, de changer quelques degrés. Je pense que c'est un vrai sujet, c'est le brevet en chirurgie. Puisque vous savez qu'on ne peut pas breveter un geste,
Et on ne peut pas breveter le même matériel parce qu'on peut le copier, on est obligé de mettre une virgule. Mais c'est un très beau sujet qui pourra être abordé puisque c'est un vrai sujet qu'on a déjà eu dans d'autres domaines. Et c'est très très difficile. Pour le moment, le seul qui a des brevets qui sont reconnus, on en a parlé hier, c'est intuitif pour le robot. Ce n'est pas des brevets de chirurgie, c'est du matériel dans des choses. Mais les brevets de prothèses, je ne sais pas comment c'est pour la hanche, mais c'est le même problème. C'est pareil, c'est très très difficile. On a un brevet sur la prothèse sur le Robatella qu'on a déposé en 1997. D'abord, au bout de 20 ans, il tombe dans le domaine public déjà. Mais il suffit de changer un peu l'ancrage ou une petite caractéristique pour avoir... Et on ne peut pas breveter un geste une fois d'abord. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Juste un petit point technique. Est-ce que ça complique pour la mise en place d'une prothèse totale ultérieurement quand la grosse fémorotibiale se déclare? Est-ce que ça crée une complication supplémentaire ou est-ce que ça facilite d'adapter la prothèse totale et la partie fémoropatellaire de la prothèse totale après retrait de l'implant? Avec ce dessin, c'est devenu facile, puisque le bouton rotulien est le même, il peut être gardé, donc on n'est pas obligé de changer le bouton rotulien, donc ça limite le risque de fracture de rotule. Et la coupe trochléenne étant la même, on peut adapter, si on prend la prothèse du même fabricant par exemple, on peut adapter, ce sera la même, je dirais la même morphologie, et la même impaction, et même si c'est une prothèse, je dirais totale d'un autre fabricant, comme la coupe est plane, ce sera facile d'adapter. Dans les deux situations, le geste et la transformation, je dirais, est facilitée. Alors qu'avec des prothèses de resurfaçage au départ, ce n'était pas le cas en fait. D'autres questions? Bien, écoute, Philippe, merci beaucoup.